le détestait plus que quiconque. Toute sa vie, un seul nom est resté gravé dans sa colère. À la fin, quand le bruit s'éteint et que les regards disparaissent, il ne reste plus que le silence. Et dans ce silence, pour Alain Delon, certains souvenirs n'ont jamais cessé de parler. Il avait tout contrôlé. Son image, ses rôles, sa manière d'exister à l'écran comme en dehors. Froid, précis, intouchable. Mais ce contrôle n'était qu'une façade. Car derrière, il y avait un monde brutal. Un monde où l'on attaque sans prévenir, où l'on expose sans pitié, où une réputation peut être brisée en quelques lignes dans un journal. Et lui, plus que les autres, a été au centre de cette violence silencieuse. Ce n'étaient pas toujours des ennemis évidents. Parfois, c'étaient des proches, des alliés, des visages familiers qui, à un moment précis, ont franchi une ligne. Une phrase de trop, un geste de trop, une vérité révélée au mauvais moment. Et dans cet univers, être exposé, c'était perdre. Perdre le contrôle, perdre le pouvoir. Avec les années, ces moments se sont accumulés. Pas comme des souvenirs, mais comme des cicatrices. Invisibles pour le public, indélébiles pour lui. Une liste silencieuse de noms liés à des instants où quelque chose s'est fissuré, où l'image parfaite n'a plus suffi. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Alain Delon était vraiment. Né en 1935 à Sceaux, Alain Delon n'a jamais été destiné à devenir une icône. Son enfance est instable, marquée par la séparation de ses parents et une absence de repères solides. Très tôt, il dérange. À l'école, il est renvoyé. Dans la vie, il cherche sa place sans jamais vraiment s'y installer. Il finit par s'engager dans l'armée non pas par vocation mais par nécessité. Déjà, il y a ce besoin de prouver quelque chose. Déjà, il y a cette tension intérieure. Quand il arrive dans le cinéma, rien n'est simple. On le remarque pour son visage, pas pour son talent. Trop beau, trop froid, pas assez crédible. La presse le regarde avec méfiance. Certains le considèrent comme un produit, pas comme un acteur. Ses premières humiliations ne sont pas bruyantes, mais elles sont constantes. Elles s'accumulent, et elles laissent une trace. Il comprend très vite que dans ce milieu, il ne suffit pas d'être présent. Il faut dominer. Le succès arrive, mais il ne calme rien. Au contraire, il amplifie tout. Plus il devient célèbre, plus il est exposé. Chaque choix est analysé. Chaque relation devient un sujet. Et autour de lui, les tensions grandissent. Des rivalités apparaissent. Des égos s'affrontent. Il ne fait pas confiance facilement. Et quand il le fait, la déception est souvent plus violente que l'attaque. Puis vient le moment où tout bascule. L'affaire Markovitch. Un scandale qui dépasse le cinéma. Son nom circule. Les journaux s'emballent. Il est exposé sans contrôle. Pour quelqu'un qui a toujours voulu maîtriser son image, c'est une fracture. Pas seulement publique, intérieure. Il ne regarde plus les autres de la même manière. Il ne se laisse plus approcher comme avant. À partir de là, quelque chose change. Il devient plus dur, plus fermé, plus méfiant. Il n'oublie pas. Il ne pardonne pas. Chaque conflit, chaque trahison, chaque humiliation trouve sa place dans une mémoire froide organisée presque silencieuse. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'il n'a jamais oubliées. Numéro 5, Jean-Paul Belmondo. C'était celui qui lui faisait de l'ombre. De manière directe, pas avec des attaques ouvertes, mais avec quelque chose de plus difficile à combattre. Une présence, une évidence, une popularité que même Alain Delon ne pouvait pas contrôler. Au début, ils ne sont pas des ennemis. Ils appartiennent à la même génération. 2 visages du cinéma français qui montent en même temps, mais dans 2 directions opposées. Delon construit une image froide, maîtrisée, presque distante. Belmondo lui incarne autre chose. Une liberté, une spontanéité, un rapport au public plus direct, plus instinctif. Et très vite, cette différence devient un problème. La presse adore les opposés. Chaque film devient une comparaison. Chaque succès alimente une rivalité que personne ne nomme clairement mais que tout le monde ressent. Delon contrôle ses rôles, ses apparitions, son image. Belmondo lui semble ne rien contrôler, et pourtant tout lui réussit. C'est cette contradiction qui dérange, parce qu'elle échappe à toute logique. Puis viennent les chiffres. Le public choisit, et souvent il choisit Belmondo, pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est plus accessible, plus proche,
plus humain. Et dans un univers où l'image et tout être perçu comme distant devient une faiblesse. Lentement, sans confrontation directe, Delon est poussé dans une position qu'il n'a pas choisie. Le moment le plus difficile n'est pas une dispute. Ce n'est pas une déclaration. C'est plus simple, plus froid. Voir l'autre devenir l'acteur préféré des Français. Voir cette reconnaissance lui échapper malgré tout ce qu'il a construit, malgré tout ce qu'il a contrôlé. Ce n'est pas une attaque visible, mais c'est une forme d'humiliation silencieuse, une perte de pouvoir, une fissure dans une image parfaitement construite. Ils continueront à coexister, à apparaître dans le même monde sans jamais vraiment se confronter. Pas de scandale, pas d'explosion, juste une tension permanente, une comparaison constante. Et cette impression que quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais totalement effacer cette ombre. Ce n'était pas une guerre déclarée, mais il ne l'a jamais acceptée. Numéro 4, Jean-Claude Brialy. Il connaissait ses secrets. Et c'est précisément pour cela que tout a fini par se briser. Avant les projecteurs, avant les rivalités publiques, Alain Delon et Jean-Claude Brialy étaient proches, très proches. Brialy faisait partie de ce cercle rare qui avait vu Delon avant qu'il ne devienne une icône. Il connaissait ses doutes, ses débuts fragiles, ses moments d'incertitude. Et dans un monde où tout repose sur l'image, cela représentait déjà un pouvoir. Au départ, leur relation est simple. Brialy ouvre des portes. Il introduit Delon dans un milieu qui lui était étranger. Il lui donne accès à des opportunités, à des rencontres, à un réseau, mais très vite l'équilibre change. Delon monte plus vite, plus haut, et surtout il change. Il devient plus fermé, plus contrôlé, plus distant. Là où Brialy reste dans une dynamique d'échange, Delon impose une forme de hiérarchie silencieuse. C'est dans ce décalage que la fracture commence. Pas avec un conflit direct, pas avec une rupture nette, mais avec une accumulation de tensions, des remarques, des regards, des non-dits, et surtout cette sensation que Brialy en sait trop, qu'il a vu ce que Delon ne veut plus montrer. Dans un univers où chaque détail peut être utilisé, cette proximité devient une menace. La phase la plus violente ne passe pas par des affrontements publics. Elle passe par des insinuations, des confidences à demi-mot, des phrases lâchées dans le bon cercle au bon moment. Rien de frontal, mais suffisamment pour exposer, suffisamment pour fragiliser une image soigneusement construite. Delon qui contrôle tout se retrouve face à quelque chose qu'il ne peut pas totalement maîtriser. Le moment d'humiliation n'est pas spectaculaire, il est plus subtil, plus froid. C'est comprendre que quelqu'un dans son propre cercle peut fissurer ce qu'il a passé des années à bâtir. C'est réaliser que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de ceux qui étaient là avant tout le reste. À partir de là, il n'y a plus de retour possible. Pas de réconciliation réelle, pas de confiance reconstruite. Juste une distance. Définitive, calculée, nécessaire. Il ne pardonne jamais ceux qui savent trop. Numéro 3, Romy Schneider. Il a brisé ce qu'il aimait. Et cette fois, il n'a pas pu contrôler ce qui allait suivre. Avec Alain Delon, tout était une question de maîtrise. Son image, ses relations, ses décisions. Mais avec Romy Schneider, c'était différent. Au début, il y avait une sincérité rare dans son parcours. Une relation qui n'était pas encore calculée, pas encore protégée par une stratégie. Ils se rencontrent jeunes. Très vite, ils deviennent le couple que tout le monde observe. Elle est déjà une star. Lui est en train de le devenir. Ensemble, ils incarnent quelque chose de presque parfait. Mais derrière cette image, les tensions existent déjà. Delon veut avancer, contrôler, construire sa propre trajectoire. Romy, elle est plus attachée, plus exposée émotionnellement. Et ce déséquilibre finit par exploser. La rupture ne reste pas privée. Elle devient publique, brutale, Delon part, sans transition, sans protection. Et la manière dont cela se fait change tout. La presse s'empare de l'histoire. Les détails circulent, les jugements tombent. Très vite, il n'est plus seulement un acteur. Il devient celui qui a trahi, celui qui a détruit une femme que le public respecte. C'est là que la violence commence vraiment. Pas une violence physique, une violence médiatique, continue. Les journaux racontent, interprètent, amplifient.
Chaque apparition de Romy renforce le contraste. Elle devient la victime. Lui, l'homme froid calculateur. Celui qui a choisi de partir sans regarder derrière lui, et pour la première fois Delon perd le contrôle du récit. Le moment le plus dur n'est pas la rupture elle-même, c'est ce qui suit. Voir son image lui échapper, être exposé sous un angle qu'il ne peut pas corriger, être réduit à un rôle qu'il n'a pas choisi. Dans ce monde, perdre le contrôle, c'est perdre le pouvoir. Et cette perte-là laisse une trace. Ils ne se sont jamais vraiment affrontés publiquement. Pas de confrontation directe, mais une tension permanente. Un passé qui ne disparaît pas. Une histoire qui continue d'exister dans chaque regard, dans chaque souvenir évoqué. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 2, Jean-Pierre Melville. Il a attaqué ce qu'il protégeait le plus. Avec Alain Delon, il n'a jamais été question d'obéissance. Sur un plateau, Delon voulait contrôler. Son regard, son rythme, sa présence. Mais face à Jean-Pierre Melville, cette logique ne fonctionnait plus, parce que Melville, lui, ne négociait rien. Leur collaboration a donné naissance à une image, froide, silencieuse, précise, une image devenue iconique. Mais derrière cette construction, il y avait une tension constante. Melville imposait tout, les silences, les mouvements, la manière de respirer à l'écran. Et Delon, habitué à maîtriser, se retrouvait réduit à exécuter. Pas comme une star, comme un instrument. Au début, il accepte, parce que le résultat est là, parce que cette rigueur donne quelque chose de différent. Mais très vite, le rapport se transforme. Ce n'est plus une collaboration, c'est un rapport de force, deux visions, deux égos, et aucun des deux ne veut céder. Melville pousse, il exige, il corrige, il coupe, et Delon ressent chaque intervention comme une attaque. La violence n'est jamais spectaculaire, elle est constante, dans les regards, dans les silences sur le plateau, dans cette manière qu'a Melville de rappeler à chaque instant qui dirige. Pour quelqu'un comme Delon, c'est une exposition, une mise à nu. Il n'est plus celui qui contrôle, il devient celui qu'on façonne. Le moment d'humiliation ne passe pas par une scène publique. Il est plus froid, plus précis. C'est comprendre que malgré son statut, il peut être replacé à une position inférieure, qu'un autre peut décider pour lui, devant une équipe, devant des témoins, et que cette perte de pouvoir est visible. Après cela, la distance s'installe. Pas de rupture spectaculaire, pas d'explosion, mais une coupure nette, une décision intérieure. Delon ne veut plus revivre cela, ne plus jamais être dans une position où il n'est pas le centre. Il ne supportait pas de ne pas être le maître. Numéro 1, François Marc-Anthony. Personne ne l'a exposé comme lui. Pas dans un film, pas dans une rivalité d'acteurs, mais dans la réalité, brutale, incontrôlable. Là où Alain Delon ne pouvait plus jouer un rôle, là où l'image ne suffisait plus à protéger. Tout commence avec l'affaire Markovitch, un scandale qui dépasse le cinéma, un corps retrouvé, des rumeurs, des réseaux, et très vite des noms, parmi eux celui de Delon. Et dans l'ombre de cette affaire, un autre nom circule, François Marc-Anthony. Un homme lié à des cercles que Delon aurait préféré ne jamais voir associés aux siens. Au départ, ce ne sont que des soupçons, des murmures. Mais dans cette époque, les journaux n'attendent pas de preuves. Ils exposent, ils insinuent, ils construisent des récits. Et le nom de Delon se retrouve mêlé à quelque chose qu'il ne contrôle pas. Pour quelqu'un qui a bâti toute sa carrière sur la maîtrise de son image, c'est une fracture immédiate. La violence est totale, médiatique, politique, sociale. Chaque article ajoute une couche, chaque rumeur amplifie la précédente. Il n'est plus l'acteur. Il devient un nom dans une affaire, un visage associé à un scandale. Et Marc-Anthony, qui le veuille ou non, devient le point de liaison. Celui qui, par sa simple présence dans cette histoire, expose Delon au regard le plus brutal. Le moment d'humiliation est public, inévitable, interrogatoire, suspicion, regard qui change, le public doute, les médias insistent, et pendant un instant, tout ce qu'il a construit semble fragile, presque prêt à s'effondrer. Ce n'est pas une défaite officielle, mais c'est pire, c'est une perte de contrôle total. Après cela, rien n'est plus pareil, il continue. Il travaille, il reconstruit. Mais quelque chose reste,
une méfiance plus profonde, une distance plus nette avec le monde extérieur. Et surtout cette certitude que même au sommet, tout peut être détruit en quelques jours. Ce moment ne l'a jamais quitté. Spécial, pique, Anthony Delon. Ce n'était pas un ennemi, pas au sens habituel, pas un rival, pas quelqu'un qui cherchait à le battre. Et pourtant c'est peu, être là que la blessure est la plus profonde. Parce que cette fois, il ne s'agissait pas d'image. Il s'agissait de quelque chose qu'Alain Delon ne pouvait pas contrôler comme le reste. Anthony Delon grandit dans l'ombre d'un nom immense, un nom qui ouvre des portes, mais qui écrase aussi. Très tôt, la relation n'est pas simple. Il n'y a pas de douceur, pas de protection visible. Alain Delon reste fidèle lui-même, exigeant, distant, froid. Là où d'autres auraient cherché à construire un lien, lui impose une forme de discipline, une attente constante, une pression silencieuse. Avec le temps, cette tension devient publique. Anthony parle. Il évoque une relation difficile, une absence, une dureté qu'il n'a jamais vraiment comprise. Et ces mots, une fois sortis, ne peuvent plus être repris. Ils circulent, ils s'installent. Et pour Delon, c'est une autre forme d'exposition. Pas celle des journaux, pas celle des scandales, mais celle plus intime, qui touche à l'image d'un homme, pas d'une icône. La violence ici n'est pas spectaculaire, elle est lente, continue. Chaque interview, chaque déclaration, chaque allusion renforce une idée que Delon ne peut pas corriger totalement, celle d'un père distant, d'un homme incapable de créer ce lien qu'il contrôle si bien ailleurs. Et dans ce domaine, il n'y a pas de rôle à jouer, pas de mise en scène possible. Le moment le plus difficile n'est pas un affrontement, c'est cette accumulation. Cette impression que malgré tout ce qu'il a construit, quelque chose lui échappe complètement, que son propre fils devient sans le vouloir celui qui révèle une partie de lui qu'il n'a jamais voulu montrer. Il n'y a pas de réponse publique, pas de confrontation directe qui résout tout, juste une distance, une incompréhension qui ne disparaît pas, et cette sensation que certaines blessures ne viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Certaines cicatrices ne se referment jamais. Avec le temps, l'image d'Alain Delon est devenue celle d'une légende, un visage, une présence, une maîtrise presque parfaite de ce qu'il voulait montrer au monde. Mais derrière cette image, il y avait autre chose, une accumulation de moments où le contrôle lui a échappé, des instants précis, des noms liés à des fractures qu'il n'a jamais vraiment oubliées. Ce ne sont pas des ennemis au sens classique, ce sont des figures qui ont chacune à leur manière attaqué quelque chose d'essentiel. Un rival qui lui a pris une part du public, un proche qui connaissait trop de choses, une histoire d'amour devenue exposition publique, un réalisateur qui a remis en cause son pouvoir, un scandale qui a fissuré son image, et enfin, une relation personnelle qu'il n'a jamais réussi à maîtriser. Ces moments ne l'ont pas détruit, ils l'ont transformé, ils ont renforcé cette froideur, cette distance, cette manière de ne jamais complètement se livrer. Ce que le public a vu comme une force était aussi une protection. Une réponse à ce monde où chaque faiblesse est utilisée, chaque doute exposé, chaque erreur amplifiée. Il n'était pas un héros parfait. Il n'a jamais cherché à l'être. Il a survécu dans un environnement où tout pouvait basculer rapidement. Et ceux qu'il n'a jamais pardonnés ne sont pas seulement des figures du passé. Ils font partie de ce qu'il a construit. De ce qui a façonné cette image que tout le monde reconnaît aujourd'hui. À la fin, les gentils ne gagnent pas, ils survivent, et c'est pour cela qu'on se souvient de lui.